Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Franck Boutet. J'ai fondé et je dirige une structure éponyme qui s'appelle Franck Boutet Consultant. Et donc, oui, cette année, j'ai été, c'est même l'année dernière, mais j'ai été désigné Grand Prix national de l'urbanisme pour l'année 2022. C'est assez étonnant, c'est assez atypique. Ça m'a d'abord beaucoup surpris qu'on m'appelle pour me dire que je faisais partie des présélectionnés. Bon, c'est passé cette année. Le ministère a décidé d'ouvrir un peu à d'autres disciplines, puisque classiquement, quand même, ce sont plutôt des urbanistes ou des paysagistes qui sont Grand Prix de l'urbanisme, ce qui n'est pas étonnant. Un ingénieur Grand Prix de l'urbanisme, c'est pas très fréquent. Donc je suis un peu ingénieur. Enfin, j'aimais bien, quelqu'un disait, Franck n'est ni tout à fait ingénieur, ni tout à fait architecte, encore moins urbaniste, mais finalement, il a un peu tout à la fois. Donc on verra comment on peut être un peu tout à la fois. Il y a un T en trop à Boutet, c'est juste de T et. Mais c'est pas grave. Voilà, donc le Grand Prix de l'urbanisme est décerné à une personne, pas spécialement à une structure, et pas pour un projet, mais pour un parcours, une carrière, une vie, des projets, des réalisations. C'est un exercice. On va avancer parce que ça, c'est pas très intéressant. Sauf si. Moi, je veux bien passer les diapos parce qu'en fait, il faut que je sélectionne, vu le timing, sinon j'en ai pour 4 heures. Et donc, je pense qu'il faut que je. Et sauf si... Non, j'ai pas le... on les a cherchés. Ok, super. Donc on va mettre l'image juste après qui montre un peu les bifurcations, parce que la particularité du Grand Prix, c'est qu'on est d'abord donc présélectionné, et puis après pour le jury, il faut établir une autobiographie scientifique, ça s'appelle comme ça. C'est assez inhibant comme exercice, parce que quand on regarde autobiographie scientifique, il y a Aldo Rossi qui en a fait une, et Max Planck, en gros, c'est tout. Donc un scientifique et un architecte urbaniste. L'autobiographie scientifique, c'est en gros qui on est, enfin, d'où on vient, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à quoi ça sert, en quoi ça peut nourrir la profession. Donc on lit ça, on a un mois pour faire l'exercice, et dans un format un peu contraint, puisqu'on avait droit à 20 000 signes, vu qu'on était 7 présélectionnés, et qu'il ne fallait pas trop noyer de jury. D'ailleurs, il y a 7 présélectionnés, c'est la première année, d'habitude il y en a 3, il y a un Grand Prix est dénominé, là il y a 7 présélectionnés avec des approches du coup un peu bon, je sais pas, voilà. Donc en faisant ce travail de manière assez scolaire, en me disant c'est quoi une autobiographie, peut-être que d'abord ça suit la chronologie, c'est bien, parce que quand il faut remonter sur à peu près une bonne quinzaine d'années de pratique pour savoir un peu pour identifier dans ce qu'on a fait ce qui peut être de nature finalement à être communiqué à d'autres. Donc, d'abord, on démarre le travail de façon un peu chronologique en posant un peu les grands jalons, alors les projets importants, les prises de parole importantes, les écrits importants, etc. Et à l'agence, on n'écrit pas énormément d'ailleurs, donc c'était un vrai travail d'exégèse un peu complexe. Ce faisant, donc, dans ces 20 000 signes à produire, donc il fait à peu près 5 à 6 pages à 4, à un moment, je me suis dit, bon, je me noie, et puis en plus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, finalement, d'aller raconter un parcours de façon chronologique. Donc j'ai fait émerger ce que j'ai appelé des explorations. Donc là, l'autobio, elle est graphique, parce que c'était une des pièces que j'avais rendues dans mon autobio, en effet, pour dire, voilà, je suis né en 1968 à Boulogne-sur-Mer, très bien, c'est le début. Et après, en fait, des projets, un parcours qui se construisent comme ça, et qui montent finalement, parce qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'on ne sait plus très bien quel terme utiliser. Avant, on disait développement durable, on disait qualité environnementale, après on a dit transition. Maintenant, on dit que transition, c'est pas bien, qu'il faut mieux dire bifurcation. Donc finalement, c'est presque un parcours qui est l'incarnation de bifurcation permanente. Et du coup, des projets qui se construisent, donc là, il y a des projets qui sont posés, c'est pas obligatoire, enfin, c'est pas la peine de les lire ici, hein, mais qui sont posés le long de cheminements comme ça de pensée, qui sont donc autant d'explorations, qui sont des agglomérations à la fois de pensée, de prise de parole, d'action. Moi, j'ai pas une pensée préalable, c'est ce que je disais dans l'autobiographie. En fait, je me suis construit par le projet et je ne me construis que par les projets. Et par les rencontres, puisqu'un projet, c'est toujours des rencontres, et par les questions qui sont posées. J'adore les questions absurdes, d'abord, et les questions auxquelles personne n'a jamais vraiment donné de réponse. Donc souvent, on me dit, bon, est-ce que c'est possible de faire ça? Je dis, bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que personne ne l'a déjà fait, mais c'est là où je trouve ça intéressant. Et donc je dis, bien sûr, nous on va savoir le faire. Et donc, voilà, on a inventé des choses de cette façon-là. Et en fait, ces explorations, c'est une forme de scénarisation.
Et derrière la scénarisation, il y a une forme de récit. Donc Alain, tu as utilisé le mot récit. Ce que tu as montré, c'est un super récit de projet. Et en fait, du coup, là, c'est plutôt des récits, on va dire, d'une pensée et d'une pratique que j'ai fait émerger et que j'ai continué à produire après le Grand Prix. Donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, finalement, je ne vais pas vous montrer de projet. Je vais vous faire part d'un certain nombre de récits, dont certains sont ceux de l'autobio et d'autres écrits après, donc qui sont un peu des petits récits de transition qui ont rapport au territoire évidemment, mais qui ne parlent pas directement d'un projet. Donc, allez, on va avancer, et on ne va pas vous les montrer tous, parce que ça va être un peu trop. Alors, ce premier sujet, il parle de, à la fois l'action, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment une question de savoir s'il faut agir. Heureusement, en tout cas en France, le climato-scepticisme a un peu disparu. Il y a quelques réminiscences ici ou là. C'est pas vrai par contre dans tous les pays, mais en tout cas la contestation n'est plus vraiment présente. Les faits sont là, il faut agir. Par contre, il y a quelque chose d'assez nouveau qui émerge à mon sens. En tout cas dans la pratique au quotidien, je pense que ça émergeait déjà un peu dans les ministères. C'était un terme qui était assez utilisé, peut-être aussi dans vos instances, mais finalement, dans les pratiques quotidiennes, dans les projets, on parlait assez peu d'adaptation. Donc, vous savez tous, pour répondre aux enjeux de la transition écologique, en gros, il y a deux grands types de stratégies. L'atténuation, l'adaptation. L'atténuation, on agit pour réduire quelque chose. On a compris qu'il y avait un lien entre une action et ses effets. On a identifié, enfin, on arrête de contester, et on voit la relation causale entre agir ou action et réaction. Et on se dit, il faut réduire cette action, donc réduire le prélèvement de ressources, déconsommer, réduire l'empreinte carbone, de manière à limiter l'impact, donc l'effet de cette action. En France, je dirais quand même, jusqu'à relativement récemment, le relativement récemment étant peut-être jusqu'à il y a 5 ans, le gros des actions, le gros des projets sur les territoires visait plutôt l'atténuation. C'est-à-dire réduire pour éviter que les choses arrivent. Et on se disait, d'une certaine façon, de façon un peu angélique, si on fait tout bien aujourd'hui, et si on réduit vraiment drastiquement, alors il ne se passera rien. Et finalement, on pourra passer outre cette période et on reviendra à une forme d'état stable, d'état naturel. On a compris depuis quelques années que ça n'était pas le cas. Peut-être on a enfin lu les rapports du GIEC qui n'ont jamais dit que si on faisait tout très bien, il ne se passerait rien. Il se passe de toute façon quelque chose et il se passera quelque chose. C'est ce que veut montrer un peu cette courbe, c'est-à-dire que l'atténuation, agir par la réduction pour infléchir les trajectoires. Le GIEC ne fait que dresser des trajectoires plus ou moins optimistes ou plus ou moins pessimistes. Vous connaissez les scénarios qui s'appelaient avant les RCP 2.5, 4.5, 8.5, qui derrière entraînent un réchauffement climatique et les aléas qui vont avec et les risques qui vont avec. La crise sanitaire ou l'été meurtrier, comme on pourrait l'appeler, le dernier, l'été 2022, sont finalement des incursions du futur dans le présent, et on comprend en effet que la dynamique sont en œuvre, que le réchauffement climatique de toute façon est là, que les trajectoires sont là, et que certes, il faut continuer à tout faire sur l'atténuation, il faut essayer de tout faire pour se placer sur les trajectoires les plus optimistes. On n'arrivera pas à tenir les accords de Paris, malheureusement, on n'arrivera pas à tenir le réchauffement à plus 1,5 degré, c'est devenu totalement illusoire, d'autant qu'on n'est pas tout seul pour le faire. Donc, en tout cas, comme il se passe quelque chose, aujourd'hui, on a enfin compris qu'il fallait s'adapter à quelque chose qui est en train de se passer et qui allait se passer. Et à mon avis, en aménagement du territoire, en urbanisme, en architecture, c'est devenu peut-être l'enjeu prioritaire. Évidemment qu'il faut continuer à atténuer, mais ça dépend aussi beaucoup de politique nationale, de gouvernance internationale, dont on sait qu'elles sont extrêmement difficiles à mettre en place. On voit bien à chaque COP, on se dit c'est génial, enfin on va prendre des décisions, les bonnes décisions et on va tout régler.
Et à la fin de chaque COP, on se dit, bon, finalement, on n'y arrive pas. Donc, il faut continuer à faire le maximum sur l'atténuation, mais il faut adapter, s'adapter, adapter nos territoires. Et ça change radicalement les choses. Alors, il y a plusieurs... il faut que je boive de l'eau. Il y a plusieurs choses qui se dessinent sur la question de l'atténuation, de l'adaptation. C'est que d'abord, s'adapter, adapter un territoire, ça veut dire finalement construire ou concevoir, penser par anticipation. Et en fait, ça change tout. Merci beaucoup, sinon j'ai... Merci. Ah. Oui, bon, alors, du coup, anticiper. Plusieurs choses qui découlent de cette idée de l'adaptation au travers de cette question d'anticipation. En fait, il faut concevoir aujourd'hui, non pas en connaissant le mieux ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui, mais en essayant d'anticiper ce qui se passera demain. Ça veut dire qu'il faut faire appel à des nouveaux acteurs, évidemment les scientifiques, puisque c'est eux qui, d'une certaine façon, esquissent le mieux les vues ou la pensée, la représentation du futur. C'est très nouveau. Il n'y a quasiment pas un seul projet qui se fait en France où on associe réellement des scientifiques et des décideurs et des maîtres d'œuvre. C'est extrêmement rare. Donc moi j'ai essayé de militer, puisque je suis ingénieur d'abord, et après j'ai fait des études d'archi, j'ai essayé de militer pour l'apport finalement déjà des disciplines scientifiques, en tout cas celles que je maîtrise, dans le projet. Ça oblige à travailler autrement avec des nouveaux acteurs. On peut aussi imaginer qu'il y ait d'autres acteurs d'ailleurs qui permettent d'anticiper et de dessiner, de concevoir le futur. On pourrait imaginer travailler avec des écrivains, avec des auteurs, avec des poètes, avec des cinéastes, parce que finalement, avec les spécialistes de la fiction. Parce que derrière cette question déjà d'entrevoir, de donner à voir le futur, il y a quelque chose qui se dessine aussi, qui est de l'ordre de la scénarisation. On doit aujourd'hui penser de façon scénarisée. Un autre élément qui est lié toujours à cette idée de l'adaptation, c'est, bon, on vient de parler de la scénarisation, du récit, mais comme le futur n'est jamais totalement déterministe ou déterminé, il faut aussi apprendre à travailler avec autre chose qui est d'une certaine façon l'aléa et l'indéterminé. Pas simple. On aime tellement tout régler par des textes, par des circulaires, et faire exactement ce qu'on dit qu'il faut faire, donc d'une façon extrêmement rationaliste et déterministe. Comment on fait pour intégrer l'aléa et l'indéterminé dans le projet? Ça veut dire penser finalement les processus de façon assez ouverte et assez réversible. Pas simple. Pour ça, il faut s'aider aussi très certainement, c'est un autre élément de l'adaptation, d'une forme d'évaluation temps réel. Puisque évidemment, si on veut à un moment se dire « j'avance », je dois rester flexible, ouvert, agile. Donc j'évalue et je me dis « finalement, ce que je suis en train de faire, c'est bien, je continue dans la même voie ». Mais c'est pas toujours bien. Il faut accepter que ça soit pas bien. On a vraiment du mal. C'est très rare qu'on fasse de l'évaluation complète sur des projets en disant il y a 90% des choses qui fonctionnent, mais il y en a 10 qui ne fonctionnent pas. Et je vais le dire parce qu'il ne faut pas répéter ce qui ne fonctionne pas. Vous savez, le projet, un des seuls projets qui a été vraiment évalué d'une façon importante, enfin, et on va dire globale, c'était celui de la caserne de Bonne, à Grenoble. Et au moment où l'évaluation est sortie, la presse nationale, puisque c'est un article qui était dans l'IB, la presse nationale s'est emparée de l'évaluation pour dire finalement il y a des trucs qui ne marchent pas, caserne de Bonne, c'est n'importe quoi, on nous a menti, etc., etc. En fait, il y avait 2-3 points qui n'avaient pas bien fonctionné, mais il y en avait 97 autres qui avaient fonctionné. Et cela, on n'en a pas parlé. Parce que parler de ces échecs, c'est jamais bien. Or, les échecs sont évidemment tout aussi importants que les succès, et donner à voir, à connaître et communiquer sur ces échecs, c'est une façon de ne pas les répéter. Donc c'est essentiel. Donc comment on intègre l'aléa, l'indéterminé, donc l'évaluation, temps réel, etc. Un autre élément aussi, on voit bien, on dit concevoir par anticipation.
Moi, j'aime bien dire, jusqu'à maintenant, les acteurs de la ville, on leur demandait d'être des bons perspectivistes, dans le sens de représenter de façon la plus réaliste possible les données connues du passé et du présent. Aujourd'hui, il faut qu'on devienne plutôt des bons prospectivistes, dans le sens d'anticiper au mieux, ou de la façon la moins fausse, finalement, les données, par définition pas totalement connues, mais connaissables, du futur. Et puis, il y a peut-être aussi autre chose qui se joue derrière cette question de l'adaptation, qui est que une bonne partie des enjeux d'adaptation se trouve dans les vides. Ou en tout cas, il y a un vrai sujet dans les vides des aménagements, des villes, pour faire de l'adaptation. Autant on fait de l'atténuation dans les pleins, donc quand je dis les pleins, c'est le bâti, en ville. On cherche à déconsommer, on cherche à décarboner. Tout ça, ça se joue essentiellement dans les pleins. Et en fait, si on se dit qu'il y a un vrai enjeu d'adaptation, c'est toute la problématique, par exemple, de l'îlot de chaleur urbain, de la déminéralisation, de la refertilisation des sols, tout ça se joue par des actions sur les vides. Évidemment qu'on peut aussi adapter les pleins, mais en tout cas, il y a un vrai enjeu d'adaptation sur les vides, et il y a de vrais leviers, finalement, dans les vides. Ça déplace un peu le champ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait même pouvoir accorder beaucoup plus d'importance d'abord au vide qu'au plein. Parce que si on se donne des petits chiffres, vous savez, on est sur des rythmes de renouvellement de la construction qui sont extrêmement faibles dans les pays comme la France, déjà extrêmement développés, déjà extrêmement construits, urbanisés, etc. Les chiffres, on les connaît tous, c'est un renouvellement du stock qui se fait à hauteur de 1% par an, etc. Après, on verra ce que ça dit en termes d'enjeux énergétiques. Mais ça veut dire que, en gros, le chiffre qu'on commence à utiliser aujourd'hui, c'est 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. C'est colossal. 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. On peut se dire, bon, ok, très bien. Les promoteurs aiment bien dire, donc il en reste 20% à construire. Ok, quand même. 80% existent déjà aujourd'hui. Et la question, évidemment, qu'il faut se poser derrière, c'est combien de bâtiments, donc ces fameux 80% qui existeront en 2050, combien de ces bâtiments sont-ils adaptés, et on peut faire la même chose d'ailleurs sur les espaces publics, à leurs conditions futures, c'est-à-dire à 2050? La réponse est quasi zéro. Donc nous devons faire, parce que le renouvellement est faible, nous devons faire avec les bâtiments, avec ce qui est déjà là, mais ce qui est déjà là n'est absolument pas adapté à ce que sera demain. D'où cette question absolument... Pardon ? Il reste 10 minutes, monsieur Boutet. Oh ben c'est dommage, je suis sur une seule diapo. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, on verra bien. Peut-être si vous avez des slides, vous pouvez les... Il n'y a pas de problème. Les propos sont aussi intéressants que les slides, donc il n'y a pas de souci, pas de frustration là-dessus. Ça sera la première fois que je ferai une conf sur une slide, mais c'est pas grave. Non, en fait, ça m'est déjà arrivé en vrai. Donc en tout cas, retenons bien ça quand même, parce que c'est un vrai sujet. 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui, et on peut dire la même chose des espaces publics, et 100% de ces bâtiments, de ces espaces publics, ne sont pas adaptés aux conditions de demain. Je caricature un peu, allez, 100% c'est un peu beaucoup. Donc, véritable enjeu d'adaptation. La bonne nouvelle, si on parle encore de l'adaptation, et vu que de toute façon j'ai plus aucun espoir de pouvoir dérouler mon PowerPoint, la bonne nouvelle, c'est que autant l'atténuation demande des discussions, des coopérations à un niveau non seulement national, mais évidemment supranational. D'ailleurs, sur les questions de carbone, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on ne décarbone jamais que pour soi. Ça, c'est quelque chose qui est mal annoncé, donc on se dit toujours, vas-y, fais. Pourquoi je ferais, moi, finalement, déjà, je fais pas si mal que ça, je fais déjà des choses, je fais déjà des efforts, et les autres à côté, etc. En fait, quand on atténue, ou quand on décarbone, parce que ça marche vraiment bien de cette façon-là, en fait, on ne le fait jamais pour soi, on le fait pour les autres. Donc en fait, il y a une question derrière d'altruisme de la décarbonation qui n'est absolument pas comprise. On décarbone pour les autres, on ne décarbone pas pour soi. Mais c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il faut s'entendre, et il faut se dire, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour mon territoire,
on ne décarbone pas pour son territoire, on décarbone pour la planète, donc essentiellement pour les autres, et ceux qui ont le plus de mal par rapport à la question du carbone et du réchauffement climatique. On ne décarbone pas pour son pays, on décarbone pour les autres, encore une fois. Donc le jour où on aura compris que derrière cet enjeu fondamental d'atténuation, de décarbonation, c'est fondamentalement une question de rapport aux autres et d'altruisme, peut-être, enfin, on ira. L'atténuation, ça peut aller, enfin l'adaptation, pardon, ça peut aller plus vite. C'est pour ça que je disais, bonne nouvelle. Parce que le temps que tout le monde devienne altruiste, ça va prendre un peu de temps. Par contre, l'adaptation, on est sur un territoire, on identifie un aléa, un risque, un réchauffement, des effets d'imperméabilisation, des effets de ruissellement, des feux de forêt, on se dit, il y a un risque identifié, nous devons transformer le territoire. Nous avons compris que finalement, la configuration du territoire, les décisions prises antérieurement conduisent finalement à ce risque, parce qu'il n'y a pas de fatalité derrière le risque. Donc, nous allons nous organiser sur ce territoire, avec les acteurs de ce territoire, pour répondre à ce risque, ou cet aléa, ou ce fléau, et engager finalement la transformation, la restauration de ce territoire pour nous tous. Là, c'est un petit groupe. Donc en fait, ça marche très bien, l'adaptation. C'est à la fois territorial, local, ça demande beaucoup moins de gouvernance, il y a un intérêt immédiat, donc c'est beaucoup plus facile d'engager les acteurs, et d'engager les acteurs qui sont souvent les plus difficiles à engager, les citoyens. Ou en tout cas, ils sont engagés, mais ils sont engagés ailleurs, sans dire, avec un déni politique, et les politiques sont engagés tout seuls, eux-mêmes, sans obligatoirement engager les citoyens. Donc, autour de sujets d'adaptation, on peut le faire tous ensemble, dans un intérêt commun, dans un intérêt partagé, finalement, une vision du territoire comme bien commun. Donc finalement, allons-y, moi j'aime bien dire, donc l'enjeu numéro 1, aujourd'hui, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, c'est un sujet d'adaptation. Alors on va passer à la diapo suivante quand même, parce que sinon... Oui, allez, je vais quand même... Il ne faut pas revenir en arrière, parce que déjà... Celle-là, on avait dit qu'on la zappée, mais je ne vais pas la zapper. Non, parce que de toute façon, comme je vais parler que de ça, c'est pas très grave. Pour dire aussi que par rapport à la question, tout à l'heure j'ai dit en fait on atténue, on décarbone essentiellement pour les autres. Vous savez qu'on n'est pas tous égaux face au changement climatique. J'aime bien, quand je parle d'inéquité climatique, c'est qu'il y a un peu les migrants volontaires du climat, quand on habite en ville, puisque évidemment la ville est aggravante de la perception des effets climatiques et de l'épisode caniculaire par exemple, puisque de toute façon en ville, de fait, il y a un îlot de chaleur urbain, c'est très difficile de lutter contre. C'est juste lié à la concentration, à la densité, à la chaleur anthropique, etc. Donc de toute façon, il y a un phénomène aggravant. Donc si demain, si on se dit que l'été 2022, demain sera plus intense, plus répété, etc., etc., il y a ceux qui peuvent quitter la ville et aller, on le sait, ils sont tous allés en Bretagne, de plus en plus vers l'ouest, parce que il fait pas encore si chaud que ça, quoi. Donc il y a une espèce de pression de dingue à Brest, alors que personne ne voulait y aller avant, parce que ça c'est on va dire les voyageurs climatiques volontaires. C'est ceux qui ont la possibilité finalement de faire avec le climat. Par contre, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Il y a finalement les statiques imposés, ou les prisonniers imposés du climat, c'est ceux déjà qui n'ont qu'un logement, voire pas de logement, et qui en plus ont un logement souvent pas bien fichu. Quand je disais pas adapté, particulièrement pas adapté. C'est-à-dire mono-orienté, trop fin, pas isolé, pas inerte, mal chauffé, pas protégé du soleil. Et en fait, derrière cette question-là, il y a évidemment que, pareil, quand on décarbone, quand on adapte, on ne le fait pas pour soi. Si on peut tous se payer 3 résidences secondaires et choisir la bonne en fonction du climat, faisons-le. Mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire quand même. Donc voilà, une équité climatique. Passons. J'ai combien de temps encore? Oh là là. Moi j'aime bien dire aussi là sur, puisqu'on parlait de prospective, puisqu'on parlait de viser un horizon, finalement,
quel horizon se fixe-t-on? J'aime bien dire, par rapport au climat, finalement on héritera tous d'un sud. Ça marche pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère sud, on héritera tous d'un nord. Donc finalement, on héritera tous de l'équateur. En fait, il y a un déplacement. Il y a un déplacement du climat qui fait que le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, en 2100 celui de Tanger, et c'est vrai partout. Donc partout finalement on est le sud de quelqu'un, et en même temps on héritera du sud d'un autre. Donc si on se demande comment on doit construire aujourd'hui par rapport à cette idée de l'adaptation, ou comment d'ailleurs on doit adapter ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est toujours difficile de se dire mais c'est quoi ma référence du coup? Parce qu'évidemment sinon on va sur un territoire, on le parcourt, on se dit bon tiens historiquement on faisait comme ça donc je vais faire à peu près la même chose. Mais là en fait il y a une forme de mise en abîme. C'est quoi la référence avec laquelle construire? Il faut construire, quand on fait le village des athlètes pour les Jeux Olympiques à Saint-Ouen, il ne faut pas le faire juste comme s'il était à Saint-Ouen. Il faut imaginer comment on conçoit par exemple à Marseille pour faire le village des athlètes à Saint-Ouen. Et donc cette idée d'aller finalement se déplacer pour s'entrevoir et se comprendre demain, c'est un déplacement assez simple en plus, puisque les astrophysiciens, pour comprendre les premières minutes de l'univers, sont obligés de courir après la lumière. Et comme elle va très vite, à 300 000 km/s, il faut courir très très vite. Mais cette idée en fait de se déplacer pour se comprendre, là c'était plutôt comprendre les origines, c'est le même on va dire, déplacement que je vous propose, c'est finalement s'entrevoir et se comprendre demain, c'est aller voir ce qui se passe dans le sud, et en fait s'inspirer du sud pour concevoir aujourd'hui plus au nord. Et plus on se déplace vers le sud, plus on se voit demain dans le lointain, quoi. Et on ne construit pas de la même façon dans le sud. Enfin, dans les suds qu'on peut regarder. Et donc, si on se dit en plus que le climat n'est pas qu'une donnée scientifique, quantitative, arithmétique, sur lesquelles on pourrait agir comme ça de façon un peu rationaliste, si on fait le lien entre climat, histoire, culture, puisque c'est très lié. On habite des lieux en fonction d'un climat. Cet usage des lieux finit par créer une culture et qui finit par créer une histoire. Donc finalement, plutôt que de craindre le grand remplacement culturel, en fait, anticipons plutôt des hybrides et positivons ces hybrides culturalo-climatiques en se demandant finalement comment la question de l'ombre, la question des espaces d'entre-deux, la question des filtres qu'on peut trouver dans certains pays, finalement, on pourrait les réinterpréter dans notre façon de faire et comment ça dessine finalement des nouvelles cultures. Bon, il me reste une minute ou pas? Non. Alors, allez, on n'a pas le temps, tout ça. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé vous raconter celle-là, d'autant qu'on a dit paysage, urbanisme, architecture. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'échelle. Il y a une pensée, et qui doit être transcalaire. J'aime bien dire de la géographie à l'intime, pour par exemple parler de quelque chose de simple, comme la question du confort d'été. Il y a deux alliés essentiels du confort d'été. Un, se protéger du soleil. Comment on fabrique des villes, des architectures qui s'auto-protègent du soleil, qui fabriquent leur propre ombre d'une certaine façon. Et le deuxième allié, c'est la brise. Comment on arrive à fabriquer, pareil, des établissements humains, des villes, des architectures, des espaces qui fabriquent leur propre brise. Mais c'est pas si simple. Si on prend la question de la brise, vous savez tous, dans les cahiers de prescription, on voit dans les cahiers des charges, dans les AC, il est interdit de climatiser, parce qu'on considère que produire du froid c'est mal, alors que produire du chaud n'a jamais été mal, étrangement. C'est un peu pareil pourtant, le chaud et le froid. Mais voilà, vous devez faire des architectures qui permettent de satisfaire des conditions de confort satisfaisantes sans climatiser. Bon, alors imaginons qu'on ait déjà tout fait, on s'autoprotège du soleil,
Et on se dit, je vais pouvoir me rafraîchir avec la brise. Donc, je suis dans mon bâtiment. Première chose, évidemment, je vais aller vers la fenêtre, parce que si je veux qu'il y ait une brise, encore faut-il qu'elle puisse pénétrer. Donc j'ouvre la fenêtre, il ne se passe rien. Ah bah oui, parce que la brise, elle est née d'ailleurs. Elle n'existe pas là juste derrière, c'est pas une ressource gratuite disponible juste derrière la fenêtre, parce que ça paraît très bien comme ça. Elle vient de quelque chose qui est le vide, tiens, encore le vide dans la ville, qui est la rue, l'espace public, le maillage urbain. Ces rues, elles sont interconnectées, ces rues sont orientées. Une rue nord-sud, est-ouest n'est pas du tout la même. Une rue dans le sens des vents dominants, perpendiculaire au vent dominant, n'est pas du tout la même. Et finalement, tiens, en ouvrant la fenêtre, ça pose la question de quelle est la nature de la rue? Quelle est sa largeur, quel est son prospect, quel est le gabarit, etc. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est capable de générer cette brise jusqu'à chez moi? Après, on peut se poser la question, quelle est la nature de cette brise? Finalement, si c'est un vent chaud, ou une brise chaude, parce que c'est passé sur des espaces extrêmement minéralisés, donc l'ICU, etc., ben ça ne marche pas si bien. Donc ça veut dire que ça pose la question non seulement de la forme, mais aussi de la nature de ce vide, et de ses connexions, etc. Et en amont des connexions, finalement, d'où vient le vent. Il vient d'une climatologie, d'une météorologie, pour arriver jusqu'à fabriquer une ressource potentiellement disponible derrière une fenêtre. Donc, si on remonte comme ça, finalement, on va dézoomer, 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 et on va se rendre compte que cette brise derrière ma fenêtre, c'est essentiellement une question de géographie. Quelle est l'organisation de la ville dans son grand territoire, dans son grand bassin, dans sa géographie? Le vent est-il d'abord passé sur une... Enfin, y a-t-il du vent? Le vent est-il d'abord passé sur une masse rafraîchissante, végétale, un plan d'eau, etc. Bon, et imaginons que comme ça, voilà, ils se conduisent à travers donc, de la géographie, de la forme de la ville, de la texture de la ville, de la dimension des espaces vides, de leur nature, etc., jusqu'à ma fenêtre. Imaginons qu'on ait tout fait bien, ce qui est rarissime. Hein. Quand je dis aujourd'hui, la ville, elle n'a pas été conçue comme ça. Imaginons qu'on ait quand même tout fait bien ou qu'on ait réussi à adapter au mieux quelque chose qui existait. J'ouvre ma fenêtre, il ne se passe toujours rien. Ça va poser une autre question qui est, mais une fois que j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai utilisé une source, encore faut-il qu'il y en ait une autre. Donc là, ça va poser la question de l'épaisseur du bâtiment. Est-il traversant? Pas traversant. Quelle est donc son épaisseur? Parce que traversant sur 28 mètres, ça ne va pas servir à grand-chose. Est-il réellement traversant ou traversant au sens promoteur du terme, c'est-à-dire petit bi-orienté, avec un petit léger décalage en disant 100% des logements sont traversants? C'est faux. Traversant avec des pressions de vent différentes, opposées sur les deux façades. Entre eux, d'ailleurs, un espace vide chaud et un espace vide froid qui va permettre de créer cette convection. Imaginons que ça soit vrai, ce qui pose la question de l'épaisseur du bâtiment, de sa morphologie, de sa hauteur, de la capacité d'ouvrir des deux côtés avec des pressions différentes. Mais j'ai fait un logement qui était zone jour, zone nuit. Et toutes les portes sont fermées entre les deux. Ben, ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir ouvrir les portes. Donc si on a... Et la plupart des logements sont jour-nuit avec toutes les portes fermées. Quand on a des ados, ils ont envie de fermer la porte. Donc peut-être qu'il faudrait aussi imaginer que à côté d'une porte, on ait un petit volet dédié à la ventilation où je ferme ma porte quand je suis ado en disant c'est pas la peine de me déranger. Je suis ado, donc j'ai envie d'être seul. Par contre, j'ai envie d'être ventilé et j'ai envie aussi d'ailleurs que vous-même vous soyez ventilé. Donc j'ouvre un petit volet, un truc très simple comme Corbu a conçu au couvent de la Tourette, sur son bâtiment, sur les chambres donnant sur le cloître. Il y a un tout petit volet en bois très simple avec une moustiquaire et donc on décide d'ouvrir ou de fermer et ça ventile ou pas. Donc c'est pour ça que je parle de la géographie à l'intime. Oui, je vais arrêter. C'est pour ça que je parle de la géographie à l'intime, avec l'idée vraiment que finalement ça interroge, il n'y a pas d'échelle, rien que cette question de la valeur de la brise pour se sentir bien, en fait elle interroge à toutes les échelles, donc de la géographie jusqu'à l'intime, parce que je parlais de la chambre, etc. Bon voilà, on aurait pu continuer des récits, mais on n'a pas le temps, donc on s'arrête là.